Produit par Binge Audio. Plus 1000% d'actes antisémites depuis le 7 octobre. Tous ces actes sont des actes antisémites. Au total, 1676 actes antisémites recensés en 2023. Mais de quoi parle-t-on quand on parle d'antisémitisme ? Il y a un sondage qui est sorti hier qui montre que un tiers des 18 à 34 ans voit pas de problème de s'attaquer à un juif en France. Et dans ce contexte, une grande marche contre l'antisémitisme est prévue dimanche à Paris. Il faut dire que la France connaît une explosion des actes contre les Juifs depuis le 7 octobre dernier. Mais les divisions politiques françaises empêchent tout consensus autour de cette manifestation. La présence du Rassemblement national et l'absence de la France insoumise font polémique. Épisode 2, une instrumentalisation de toutes parts. Pour moi, ce qui a été le plus frappant, ça va être le 12 novembre. Élise Goldfarb, entrepreneuse. Et en fait, je me suis dit, comment est-ce que c'est possible que cette manifestation de lutte contre l'antisémitisme soit devenue une manifestation de l'extrême droite dans leur tête. Et sachant que tous ces gens qui viennent plein de vertus me dire « je ne manifesterai pas avec le RN », ont pourtant manifesté avec le RN pendant la réforme des retraites. Ça posait problème à personne. Pendant les Gilets jaunes, pendant toutes les manifs contre Macron, par exemple, il y avait le RN aussi. Ils n'avaient pas de problème à marcher avec eux à ce moment-là. Mais quand c'est pour les Juifs, il fallait une excuse, pour moi. Il fallait un prétexte pour ne pas venir. En général, comme journaliste, je m'interdis de participer à des manifestations. Joe Weiss, fondateur de Street Press. Si j'avais été un citoyen et j'aurais été dans une logique de il y a une manifestation contre l'antisémitisme, on y va et on dégage les gens qui ne sont pas censés y être. Dimanche, manif de l'arc républicain du Rassemblement national à la Macronie de Braun-Pivet. Et sous prétexte d'antisémitisme, ramène Israël-Palestine sans demander le cessez-le-feu. Les amis du soutien inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous. Tweet de Jean-Luc Mélenchon, datant du 7 novembre 2023. Dès l'annonce de la manif, Mélenchon a balancé un tweet qui disait que c'était une manif pour le soutien du massacre. Tal Brutman, historien spécialiste de l'antisémitisme et de la Shoah. C'est là où il y a quelque chose de très important qui se joue, c'est qu'on a une manifestation contre l'antisémitisme et Jean-Luc Mélenchon explique que c'est une manifestation pour le soutien au massacre des Palestiniens, ce qui montre un biais assez évident en expliquant que c'était la présence du Rassemblement national qui leur posait problème. À ceci près que régulièrement, il y a des manifestations où il y a plusieurs cortèges. Or, là, en l'occurrence, la France insoumise n'a pas souhaité faire son propre cortège. Ils ont essayé de faire un happening au monument de la rafle du Veldiv. On est face à un antisémitisme qui a explosé après le 7 octobre dans toute la France. Et eux décident d'aller manifester devant le monument du Veldiv qui consacre un moment très particulier de l'histoire de l'antisémitisme en France, en l'occurrence celui de l'État français de Vichy et du régime nazi. Alors que, en fait, l'antisémitisme qui explose aujourd'hui, il vient pas uniquement de l'extrême droite, même si l'extrême droite y joue un rôle non négligeable. Cet antisémitisme-là, il vient de tous les pans de la société française. Il n'était pas question du conflit israélo-palestinien. Élise Goldfarb. Il était question il y a plus 1000% d'actes antisémites en France depuis le 7 octobre. Quand j'ai déboulé du métro Invalide pour rejoindre tout le monde, j'avais qu'une envie. C'était que des visages juifs soient les plus minoritaires qui soient. Encore une fois, ce n'était pas le cas. Bruno Naon, producteur de cinéma, de télévision et de documentaires. Ce que j'ai compris quand même depuis ce 7 octobre, c'est que les liens qu'entretiennent la France et les juifs français et le judaïsme racontent l'état du pays. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai tenu à rester juif et de gauche et français. Là, je n'ai pas compris et j'avoue c'est pas que j'avoue ne toujours pas comprendre, mais à ce moment-là, les boussoles sont désorientées. C'est-à-dire que ce qui anime une boussole, c'est le nord magnétique, etc., nord-sud. Là, tout le monde est paumé. La gauche y compris. Tout d'un coup, la question antisémite est devenue centrale dans le débat public. Elisheva Gottfarstein, journaliste à Academ. Tout le monde s'accusait d'être antisémite, comme si c'était
l'alpha et l'oméga de tout, en fait. Et quelque part, on avait envie de dire, mais je sais pas, parler d'autre chose, en fait. Parler d'autre chose. Tout ce qui a été dit à propos du Rassemblement national Tal Brutmann. et de rappeler ses origines, et sur lesquelles il n'y a même pas de sujet, qui sont le Front National et des fondateurs qui viennent de Vichy, voire du nazisme, en expliquant que vu que les fondateurs ont posé les bases de ce mouvement-là, il n'y a pas de raison que le RN se soit lavé de cette histoire-là, ce qui est totalement correct. Nous sommes exactement là où nous devons être. Au vu du passé de votre parti, vous ne comprenez pas que la présence du puisse interroger, voire agacer, choquer certains des manifestants? Il me semble que l'histoire de notre mouvement, au contraire, a démontré que, notamment sous ma présidence, nous avons été capables de faire des choix absolument sans ennui. Madame Le Pen Madame Le Pen Ça vous fait rire, en plus, ça vous fait sourire. Ça vous fait sourire, vous devriez avoir honte, je vais vous dire. De sourire de ça, vous devriez avoir honte. Depuis le début des années 2000, et puis ça avait commencé aux Pays-Bas, Tal Brutmann. il y a une extrême droite qui s'est définie comme étant anti-musulmane ou anti-arabe, voire mêlant les deux, puisque arabes et musulmans, ça se recoupe pas forcément, puisqu'il y a des chrétiens qui sont arabes et des musulmans qui sont pas arabes, etc. Mais on a cette extrême droite qui s'est manifestée à partir de manière forte à partir du début des années 2000, et c'est la ligne pour laquelle a opté une Marine Le Pen, par exemple. Or, l'extrême droite, pour devenir fréquentable, a dû se débarrasser du principal problème qui pesait sur elle, cette extrême droite-là, c'est l'héritage de la Seconde Guerre mondiale. On peut plus se revendiquer de l'antisémitisme depuis la Seconde Guerre mondiale pour être intelligible. Et c'est le choix ou le pari qu'a fait Marine Le Pen, qui est très simple, très cynique, c'est on en finit avec l'antisémitisme, du moins officiellement et publiquement, pour s'attaquer à d'autres cibles, en l'occurrence les Arabes, les immigrés, etc. Ça, c'est un point fondamental. Mais il y a un autre point sur lequel il faut aller, si on s'éloigne de Marine Le Pen, c'est Éric Zemmour. Éric Zemmour a tenu des propos d'un antisémitisme qui est proprement hallucinant. Il a remis en cause l'innocence d'Alfred Dreyfus, par exemple. Or, Éric Zemmour a pu le faire le plus tranquillement du monde, en étant couvert par ses origines et sa religion, puisque la ligne est très simple, je peux pas être antisémite parce que je suis juif, ce qui est faux. On peut être antisémite tout en étant juif. Mais Zemmour remet en cause la culpabilité de Dreyfus, Zemmour remet en cause la collaboration de Vichy dans la réalisation de la solution finale en France, Zemmour remet même en cause l'antisémitisme de l'État français, tout ça pour rendre fréquentable dans son esprit l'extrême droite française. Si Pétain n'est pas antisémite, alors je peux me revendiquer de Pétain, et donc revendiquer un nationalisme français qui permet de s'attaquer à d'autres populations, les populations musulmanes ou immigrées. Et ça, c'est la ligne de Zemmour. Et Zemmour a pu rallier un électorat qui se considère comme juif autour de lui, autour de ces thèmes-là, tout simplement parce que depuis le début des années 2000, il y a une réalité, c'est qu'une partie de l'antisémitisme ne vient plus de l'extrême droite. Zemmour et Le Pen se sont engouffrés là-dedans pour essayer de rallier à eux un électorat qui, théoriquement, ne leur était pas acquis. Donc, il s'entremêle tout un ensemble de choses. Il y a une peur au sein de la population juive depuis toute la vague de meurtres et d'assassinats qui a commencé au début des années 2000 et qui a été en s'accroissant. Qu'est-ce que vous feriez vous-même, Serge Klarsfeld, si vous étiez confronté à ce dilemme? Ce sera un dilemme pour beaucoup de Françaises et de Français, de devoir choisir, par exemple, entre le RN et la France insoumise. Je n'aurais pas d'hésitation, je voterai pour le Rassemblement national, parce que ma vie, c'est l'axe de ma vie, c'est la défense de la mémoire juive, la défense des juifs persécutés. Serge Klarsfeld, célèbre historien connu pour son engagement pour la traque des anciens nazis et la défense de la mémoire de la Shoah, interviewé sur LCI le 15 juin 2024. Pour commenter le shift de Serge Klarsfeld, c'est un truc qui, je pense, est en réalité complètement aligné avec son pragmatisme depuis toujours. Joe Weiss. C'est-à-dire que Serge Klarsfeld, il n'a pas été... c'est quelqu'un qui a mené des combats qui ont été très importants, qui a fait des travaux de recherche qui ont presque oublié tellement ils sont devenus fondamentaux. Quand on regarde
le mémorial. Du coup, même quand on va et on se promène dans le Marais et qu'on voit le mur des noms des plus de 70 000 juifs qui ont été déportés, en fait, c'est un travail que lui a mené avec son équipe. Donc, recenser plus de 70 000 noms des juifs déportés de France, assassinés dans les camps d'extermination. Tout ce boulot-là, en fait, monstrueux, qui est devenu mainstream. On oublie même que c'est lui qui a fait ce boulot-là. En réalité, il l'a fait avec les gens qui voulaient l'aider. C'est pas quelqu'un qui a des objectifs. Et je pense que la question qui s'est toujours posée, c'est comment est-ce que je vais les atteindre. Et là, il pense que, d'un point de vue très pragmatique, pourquoi ne pas s'allier avec des gens comme Louis Alliot, qui finalement, je pense-t-il, s'il a un problème, vont l'aider. Et donc je pense que le pari de Klersfeld n'était pas le bon et que le RN ne fait pas le ménage. Alors du coup, on en arrive aux législatives, où là, tout d'un coup, ça devient le problème de tout le monde. Sander Wiesel, auteur et dessinateur de bande dessinée. En gros, l'extrême droite propose comme candidat des nazis et dit non, mais nous, on est les amis des juifs. Parce que l'extrême gauche, entre guillemets, les bolcheviks avec des couteaux dans les dents, sont tous les gros antisémites, machin. Et du coup, l'extrême gauche et la gauche dit non, nous, on n'est tellement pas antisémites. Et en fait, c'est un moment où tout le monde est en train de dire des trucs antisémites, mais ils le disent en disant regardez comment nous, on n'est pas antisémites et comment c'est eux les antisémites. Et tout le monde a cette espèce de discours paternaliste insupportable. Être de gauche, être de droite, être centriste, etc., vaccine contre à peu près rien. Joe Weiss. Il n'y a pas un mouvement qui est vacciné contre le sexisme, le harcèlement. Il n'y a pas un mouvement politique, il n'y a pas eu des affaires de MeToo, très honnêtement. Il n'y a pas eu un mouvement politique où on n'a pas eu des affaires de racisme. Honnêtement, c'est pareil pour l'antisémitisme. Il n'y a rien qui vaccine contre l'antisémitisme. Et très honnêtement, l'histoire a montré que de l'Union soviétique au capitalisme nord-américain, il n'y avait aucun endroit où l'antisémitisme ne pouvait pas être présent. D'abord, et ça c'est une conséquence directe de la Shoah, Tal Brutman. C'est que l'antisémitisme avant la Seconde Guerre mondiale, il existait à droite comme à gauche, à l'extrême droite comme à l'extrême gauche. La conséquence de la Seconde Guerre mondiale, c'est d'avoir fait de l'antisémitisme quelque chose qui aurait été l'apanage uniquement de l'extrême droite, en l'occurrence du nazisme, qui a été le pire régime antisémite de toute l'histoire, et dont la conséquence a été la Shoah. Et ça a eu une conséquence de faire que antisémitisme égale extrême droite à partir de 1945, ce qui est totalement faux avant la Seconde Guerre mondiale et aussi après, puisqu'il y a un régime qui va s'adonner à l'antisémitisme d'État, en l'occurrence l'URSS. L'URSS de Staline, qui dès 1948 se lance dans une politique dite antisioniste, mais qui en fait est le nouveau nom donné à l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est pas le racialisme nazi avec des races qu'il faut exterminer. Joe Weiss. C'est aussi des préjugés, c'est des choses plus légères qui vont se retrouver dans une tournure de phrase. C'est pareil pour le racisme. Je veux dire, le racisme, c'est pas tuer quelqu'un qui n'est pas de sa religion ou d'une supposée race. C'est aussi des préjugés, des regards, des choses comme ça. Et du coup, peut-être que on est raciste ou antisémite finalement sans le savoir. Il y a vraiment cette espèce de méconnaissance du fait que effectivement être juif, ce n'est pas simplement pratiquer la religion juive. Ilana Weizmann, essayiste. Être juif, c'est faire partie d'un peuple. Être désigné comme juif, on peut être religieux, non religieux, avoir un grand-père juif, avoir un non-juif et sans se revendiquer juif. Mais enfin, être juif, c'est beaucoup plus large que ça. Et l'antisémitisme, c'est bien plus qu'une haine de la religion. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur les bases. Et c'est vraiment, c'est-à-dire que ça prouve en fait, ça démontre que même, alors je parle même pas du mainstream ou de la population globale, même des personnes qui sont des personnes censées avoir une certaine connaissance, surtout qui luttent sur ces questions-là, contre les racismes, qui sont dans ces luttes progressistes, qui n'ont pas les bases sur ce que c'est que la lutte contre l'antisémitisme, sur ce que qu'est-ce que c'est en fait l'antisémitisme. Et ça, je trouve ça assez fou. Il y a vraiment un travail de fond à faire dans tous les partis, dans toutes les organisations politiques de gauche qui est assez dingue. Par ailleurs, ce qui m'étonne, c'est qu'on arrive en fait à faire cette analyse sur d'autres formes de domination structurelle. On arrive bien à comprendre que le sexisme, c'est pas juste des hommes qui tuent leurs femmes ou qui annoncent vouloir violer les femmes, ou que d'autres formes de racisme, de la même manière, ne se résument pas à des propos aux propos ou aux formes les plus violentes. Juliette Rousseau, autrice et éditrice. Mais dans le cas de l'antisémitisme, il y a vraiment cette, encore une fois, cette espèce
tissus mis, de rideaux jetés, voilà, d'ombres projetées sur en fait l'essentiel de ce qu'est l'antisémitisme, sur toutes les formes qu'il peut prendre, sur la façon dont il impacte les vies et les existences juives, mais aussi sur ce qu'il a à dire en fait, sur ce que nous sommes politiquement, sur ce dont nous héritons, sur la façon dont on perçoit le monde, les catégories comme elles se sont formées, sur aussi la question du racisme, etc. Une des premières vidéos qui sont arrivées après le résultat des européennes contre l'extrême droite, c'était un rassemblement à République où t'entendais Israël assassin, Glucksmann complice. Il faut qu'on m'explique en quoi il est complice. En fait, sérieusement, moi je veux bien. Je pense qu'on peut avoir plein... Moi je fais des désaccords avec Raphaël Glucksmann. Je suis pas du tout un partisan de Raphaël Glucksmann, mais par contre, si on commence à l'attaquer parce qu'il est juif, ça va pas aller. Sur la même raison, tous les juifs sont responsables de ce qui se passe à Gaza. Tal Brutman. Et qu'il s'agisse de Glucksmann, ils sont attaqués comme étant, ouvrez les guillemets, sionistes, alors que, en soi, le sionisme, c'est la création de l'État d'Israël, ce qui est historiquement est terminé depuis 1948. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ils sont sionistes? Est-ce que ça veut dire, ils sont pour les opérations militaires, voire les crimes qui sont commis par l'armée israélienne? Visiblement pas, puisqu'ils ont appelé au cessez-le-feu. Donc, que veulent dire ces attaques en sionisme, entre guillemets? En fait, ça veut juste dire ce sont de sales juifs. Voilà. Et encore une fois, la facilité. Denis Charbit, professeur de sciences politiques. Cette manière comme ça de dire « Ah non, mais je suis antisioniste, bien sûr, mais ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme. » Ça, c'est une position intenable. Encore une fois, je ne dis pas que quiconque est antisioniste est antisémite. Je dis simplement, il faut vous poser la question tous les jours. Voilà. Donc on retrouve là, en fait, le verbiage qui a été utilisé par le régime soviétique et ses alliés, Tal Brutman, qui a transité par tout un ensemble de mouvements, notamment la Nation of Islam, et qui a été importé en France au début des années 2000 par Dieudonné, qui est celui qui a réintroduit le terme de sioniste et qui en a fait vraiment un usage immodéré qu'on retrouve aujourd'hui à la France insoumise. Extrait du journal Libération, interview de David Guiraud, député de la France insoumise, publié le 15 décembre 2023. Comme beaucoup de jeunes des années 90, David Guiraud a regardé des vidéos de Dieudonné et d'Alain Soral, antisémites à l'audience massive dans les années 2000 et 2010. C'étaient les seuls à prendre à bras-le-corps ce sujet, regrette l'insoumis. Et j'ai vu comment Dieudonné a vrillé. À ce moment-là, des copains d'école sont devenus franchement antisémites. J'ai grandi avec ça, j'ai eu peur de m'enfermer dans un truc. Mais je ne suis pas Dieudonné. Soral, aujourd'hui, plus personne ne le calcule. Dieudonné a été candidat aux législatives, personne n'en a parlé. Donc eux, c'est des has-been. Joe Weiss. Mais l'idéologie qu'ils ont imprimée et cette manière de voir le monde et de le commenter, parce que Soral, c'était chaque semaine une vidéo sur son canapé rouge qui a été regardée par des centaines de milliers de personnes et des millions de personnes à chaque fois. Ça a un impact dans le débat public. Après, qu'il y ait des antisémites à gauche, à droite, au centre, et qu'ils soient éduqués à parler de sionistes et pas de juifs parce que c'est plus pratique, comme le faisait Soral, comme le faisait Dieudonné, c'est assez logique de parce que justement ce que cette génération 2010 avec Soral et Dieudonné a généré. Quand dans les années 2000, on a des listes politiques qui se construisent, notamment pour les élections européennes, de listes pro-palestiniennes ultra-radicales où Dieudonné est candidat, puis pas candidat, ou Soral est soutien, puis pas soutien, où on a un Gloubi-Boulga avec Dieudonné qui va mettre Forisson, donc un des théoriciens français du négationnisme qui nie l'existence des chambres à gaz, sur une estrade avec des milliers de personnes qui le regardent. Toute cette manière de penser le monde, elle a irrigué des centaines et des centaines de milliers et des millions de gens qui ont regardé ces vidéos, qui ont rigolé à ces spectacles, qui ont suivi ces tutoriels qui apprennent à penser le monde qu'apportait Alain Soral en vulgarisant, en mainstreamisant des concepts, les concepts les plus rances possibles. Je veux dire, si on a regardé, on a été biberonné
à Alain Soral, et qu'on n'est pas antisémite, bravo. Enfin, je veux dire, c'est quand même dans la pensée soralienne, l'antisémitisme, c'est quelque chose qui est totalement dans la matrice de pensée. Donc, il y a quand même plein de gens qui ont dû regarder ces vidéos qui aujourd'hui ne sont pas antisémites. C'est quand même cool. Le pas de chance, c'est que tout le monde s'en est pas sorti aussi bien. C'était la une de BFM TV, l'antisémitisme au cœur de la campagne. Donc, Échange entre Juliette Rousseau et Clémence Guettet, députée de la France Insoumise, diffusé dans À l'air libre sur Mediapart le 20 juin 2024. qu'est-ce que vous dites les uns les autres aux gens qui s'inquiètent de bonne foi sur cette question-là? Clémence Guettet, quelle réponse vous avez envie de faire, puisque Jean-Luc Mélenchon revient souvent dans la question des phrases ou des ambiguïtés qui ont posé problème, dont cette dernière phrase dont parlait Juliette Rousseau. J'ai envie de dire en premier lieu que c'est infamant et que nous avons subi ces accusations depuis plusieurs mois, que nous allons vraisemblablement continuer à les subir et à devoir nous en défendre. En nous en défendant sur le fond, d'abord, parce qu'on lutte contre toutes les formes de racisme, de discrimination et de xénophobie. Mais si, madame, je suis désolée. Ménage, en fait. Enfin, je suis désolée, mais en fait, à un moment donné... Je peux continuer, juste non, parce qu'en fait, je suis désolée, quand vous dites que vous faites le travail, vous ne le faites pas, je n'en peux plus. Et on est plein à plus en pouvoir de cette absence totale d'intégrité, en fait, dans les prises de parole. Et alors, effectivement, LFI n'est pas un parti structurellement antisémite, mais on ne peut pas se mentir sur le fait qu'il y a une série de déclarations qui ont complètement desservi le camp antiraciste en fabriquant des oppositions qui sont contre-productives totalement. Et à un moment donné, moi je me pose la question de savoir pourquoi. Quand le RN, quand Jordan Bardella décide d'instrumentaliser la candidature, l'investiture d'Adrien Quatennens, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a bien un problème de sexisme sur le fond. En tout cas, il semble que ça ne fait pas beaucoup question. C'est pas juste une instrumentalisation. Mais quand il s'agit d'antisémitisme, c'est juste une instrumentalisation. Il n'y a pas de question à se poser. Il y a une telle déconnexion entre les discours portés qui nous demandent, et on voit bien toutes les limites de ça, qui nous demandent d'acquiescer et de considérer de fait que le travail, que les convictions, par ailleurs affichées, mais qui connaissent un certain nombre de failles au vu des discours, notamment sur la question de l'antisémitisme à l'AFI. Juliette Rousseau. Voilà, on nous demande de croire ces discours-là, de trouver suffisant qu'on nous dise, bien sûr, qu'on est antiraciste, bien sûr, que les Juifs de France nous trouveront à leur côté, ce qui est faux par ailleurs, ce qui est faux. Voilà. Comment est-ce qu'on prend acte du niveau de violence et de gravité, en fait, dans lequel on se trouve, et qu'est-ce qu'on se donne comme moyen pour transformer les choses, avec une forme aussi, je pense, de réalisme du point de vue de qu'est-ce que coûte, quel temps prend la transformation? Que la transformation, c'est des mesures, c'est des politiques publiques, c'est c'est pas, et c'est leur responsabilité en vérité. Et oui, ça m'émeut parce que je trouve qu'on aurait tellement besoin finalement de faire tous et toutes ce travail d'humilité on aurait vraiment tous et toutes besoin de se mettre vraiment au travail. Et je trouve que finalement, la gauche, qui est supposément le camp de la transformation, a complètement perdu de vue ce que veut dire la transformation. Et c'est pas juste de se faire élire. Le vote juif, il pèse rien du tout en France. Tal Brutman. Il y a le mythe du vote juif, qui est un mythe, puis il y a la réalité, 1 demi-million de personnes, électoralement, 1 demi-million de personnes, c'est rien du tout. Alors que à la France insoumise, et là on a deux choses qui s'entremêlent, c'est l'antisémitisme et en même temps un racisme qui est relativement simple, il y a 1 demi-million de juifs, ils pèsent rien électoralement, par contre il y a 5 ou 6 millions de personnes qui sont musulmanes, d'origine musulmane, et qui doivent être intrinsèquement antisémites, puisque si vous avez une vision raciste, vous considérez que tous les musulmans sont des antisémites. Et c'est le pari que fait Jean-Luc Mélenchon. Je pense, en tout cas, ce que j'ai observé ces derniers mois et qui m'a parfois vraiment frappée, Juliette Rousseau. C'était le fait que, à plein de moments, je sentais comme une envie de se débarrasser
de cette histoire de la Seconde Guerre mondiale et de l'antisémitisme européen. Un peu avec un truc de c'est bon, et d'ailleurs qui est par ailleurs théorisé par plein de gens qui disent que finalement l'antisémitisme c'est plus une forme de racisme tellement importante, qu'on a aujourd'hui des racismes qui sont plus forts. Donc de la même manière, cette façon de la part de gens qui vivent pas le racisme de venir mettre en compétition ou hiérarchiser les formes de racisme, ça c'est un truc que je trouve assez difficile à recevoir. Donc je dirais qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre, encore une fois, du point de vue européen, d'une histoire qui n'est en fait pas du tout digérée, contre laquelle il y a, je pense, une forme de ressentiment qui n'est pas dit et qui se manifeste dans ces façons, alors à la fois de nazifier Israël, mais aussi encore une fois, toujours diminuer ou venir amoindrir la question de l'antisémitisme. Et je pense aussi à un espèce de... Je pense à une femme que j'ai entendue dire récemment dans une conférence sur l'antisémitisme qui disait « mais en fait, on n'en peut plus qu'on nous fasse nous sentir coupables ». Et je me disais, mais en fait, ce problème avec la culpabilité, déjà évidemment, c'est pas un problème politique, ça ne concerne pas la lutte contre l'antisémitisme, ça concerne tout à fait, encore une fois, la façon dont on hérite de sa propre histoire, et c'est évidemment pas aux Juifs de résoudre ça. Et comme on a demandé à tout le monde de déconstruire leurs préjugés, Élise Goldfarb. On est en mode, il faut qu'on déconstruise le patriarcat, il faut qu'on déconstruise nos préjugés racistes. Et putain, déconstruisez votre antisémitisme. À suivre.